En même temps qu'il focalise sur des aspects de mobilité urbaine et des transports dans leur, je dirais, enjeux environnementaux. Il est clair que cette présentation, j'allais dire, cadre davantage avec le projet européen dans lequel la ville de Batna a été intégrée. Et vous allez le voir aussi, c'est un peu aussi à travers des études qui ont été faites en amont que la ville de Batna se trouve un peu sur cet aspect-là. Alors très rapidement, j'aimerais pas revenir sur les concepts de développement durable que tout le monde connaît, mais juste peut-être insister sur l'aspect de développement économique et de développement durable, dans le sens où le développement est nécessaire. On ne peut pas véritablement dans des territoires qu'on soit au niveau d'une ville ou qu'on soit au niveau d'un pays, qu'il n'y ait pas de développement. Donc le développement est nécessaire. C'est toutefois ce développement économique qui devrait profiter à tout le monde, à travers de l'emploi pour les gens, de partir à l'école, trouver, je dirais, des opportunités, etc., ne peuvent se faire qu'à travers la mise en place de la mobilité, faciliter la mobilité, faciliter le transport. Ce développement qui, je dirais en un mot, à travers le monde et depuis des décennies, on se rend compte finalement que ce développement économique puise beaucoup de ressources et détruit l'équilibre environnemental. La raison pour laquelle on ne peut pas véritablement préserver, je dirais, les intérêts des générations futures qu'à travers un développement durable et non pas un développement économique pur et dur. Dans ce contexte-là, on se rend compte finalement que le rythme auquel on est en train d'utiliser les ressources, entre autres les énergies fossiles, n'est-ce pas, va à un rythme qui fait que, tout d'abord, la capacité d'absorption de la planète Terre est arrivée à sa limite, et en même temps, je dirais, les équilibres en termes de taux de pollution. Je citerai l'élément le plus important qui est le CO2, qui commence à causer des effets de serre et, je dirais, des déséquilibres au sein de l'écosystème. Donc par rapport à tout ça, faudrait-il maintenant réfléchir, développer des moyens, des nouvelles façons de faire qui préservent l'environnement et qui en même temps assurent un développement économique. Toute la problématique est là. Donc par rapport à cela, il y a 3 piliers de développement durable. C'est l'aspect économique, il faudrait dépenser le moins d'argent. Préserver l'environnement est le deuxième pilier. Et un troisième pilier qui est non moins important, qui est celui de l'aspect social. Comment est-il possible d'avoir un développement économique qui protège l'environnement, mais qui assure une équité, une justice sociale? C'est dans ce contexte-là qu'il faudrait mettre en place des clés de lecture dans tous les domaines. Et ce que je veux vous proposer maintenant, c'est un peu une évaluation un peu de la problématique des transports par rapport aux pays de la rive sud de la Méditerranée. Je tiens à vous dire quand même que les résultats les grandes lignes que je vais présenter maintenant sont issus d'un projet et une étude auquel j'ai participé. J'ai été sollicité par Harlem, qui est l'assemblée régionale des élus de la Méditerranée, à travers le président d'APUI d'Alger qui s'appelle Karim Bennour, et j'ai participé pour mettre en place un plan de développement d'une mobilité urbaine durable dans les villes de la Méditerranée. Et ce travail qui a été fait par mes soins depuis 2 mars 2013 jusqu'en août 2013 a été présenté par Karim Bennour lui-même au Maroc lors de la rencontre d'Harlem, étant entendu que Karim Bennour est un membre d'Harlem. Harlem étant une instance qui dépend de l'Union de la Méditerranée, donc de l'Union européenne également. Je fais très bien. Alors, quelles sont maintenant les caractéristiques que l'on a trouvées par rapport à cette mobilité qui n'est pas durable justement sur les pays de la rive de la Méditerranée? Alors si au nord, on a trouvé, je vais vite pour pouvoir être dans les 25 minutes, si au nord on a effectivement une tendance à la prise en charge des problématiques de mobilité durable à travers le développement de transports collectifs de qualité, à travers, je dirais, le développement de voitures électriques, à travers
le développement de pratiques de mobilité durable, la marche à pied, le vélo, le covoiturage, la voiture partagée, etc. Il y a effectivement je dirais même s'il existe des marches de progrès importantes, il y a une dynamique d'amélioration. Toutefois, et c'est en contraste avec nos pays du Sud, c'est qu'on est en train de s'enfoncer dans une mobilité, dans des transports urbains qui ne sont pas véritablement durables. Alors, quelles sont je dirais, les caractéristiques essentielles de la mobilité urbaine dans les pays du Sud? Je vais davantage axer sur ces aspects-là. Alors, tout d'abord, une première caractéristique des villes méditerranéennes du Sud, c'est qu'on assiste à une urbanisation de plus en plus importante, avec un étalement urbain de plus en plus important, une conurbation. J'entends par conurbation le fait que des villes commencent à se toucher et deviennent encore des villes plus grandes. Donc cet étalement urbain a plusieurs raisons. Il y a effectivement derrière une difficulté à maîtriser le développement et la planification urbaine, qui est un fait. Et puis, deuxièmement, comme vous pouvez l'imaginer, il y a un exode rural, l'urbain attire toujours par le monde. Donc, finalement, ça a été facilité aussi par le mètre carré moins cher, toujours en dehors de la ville. Donc, les gens achètent un mètre carré moins cher, plus loin de la ville. Et du coup, ils construisent. Et puis après, la voiture règle le problème, parce que la voiture, c'est un outil formidable de mobilité, on peut se transporter relativement rapidement, mais quand tout le monde utilise la voiture, la ville s'agrandit, on rencontre des problèmes de congestion et de pollution, comme c'est un peu le cas par rapport à la problématique du col. Donc, étalement urbain, urbanisation, notamment sur les villes côtières, et on a un déséquilibre territorial, qui génère bien entendu des problèmes de mobilité et de transport. Alors, deuxième point, c'est qu'on a retrouvé que dans les pays du Sud, il y a des transports qui, je dirais, basés sur deux choses. Un transport dit artisanal et un transport par voiture particulière en croissance. Pourquoi artisanal? Je le dis au sens de Xavier Godard. Xavier Godard qui était là il y a quelques mois justement, lors d'un colloque que nous avons organisé, dans le sens où on a une entreprise, un transporteur. Donc une entreprise de transport à Batna ou à Alger, c'est une personne, un véhicule. Donc c'est des artisans finalement, ce n'est pas des entreprises de transport avec une taille minimale, je dirais d'entreprises avec un nombre de véhicules et une structure administrative. Donc c'est des artisans qui font du transport collectif. Alors on ne peut pas véritablement s'attendre à une qualité de service que l'on pourrait espérer en termes de régularité, de sécurité, de ponctualité, d'accueil, d'information. Donc, ceci d'une part. Donc, l'ensemble de ces villes méditerranéennes ont ce qualificatif qui est transport artisanal. Donc, beaucoup de fourgons, de J5, comme on les appelle chez nous. C'est ça un peu le transport qui se fait dans les villes. Peut-être qu'il est vrai, je vais le dire après, il y a des projets ici et là de développement de tramways, donc des transports de qualité, notamment en Algérie avec 19 projets de tramway. Mais ceci dit, c'est une caractéristique générale à l'ensemble des pays de la rive sud. En même temps, nous avons observé un développement de transport par voiture particulière qui est en croissance exponentielle. En Algérie, il y a à peine en 2001 exactement, on était autour de 2,5 millions, 3 millions de véhicules. Maintenant, on est à 8 millions. Donc, vous voyez, le parc a été multiplié quasiment par 2,5 jusqu'à 3. Et le parc de véhicules multiplié par 3 ou 4, ça veut dire qu'il y a des problèmes de congestion, ça veut dire qu'il y a des problèmes de pollution, des problèmes de sécurité routière, de cadre de vie urbain qui se détériore, etc. etc. Alors, une autre caractéristique, c'est que par rapport à ce type de transport et de mobilité urbaine, les transports collectifs qui existent sont finalement, eu égard au développement de la voiture particulière, vus comme étant des transports qui concernent une population captive. Qu'est-ce qu'une population captive? C'est les gens qui n'ont pas le choix d'acheter une voiture ou qui n'ont pas encore accès à la voiture, c'est eux qui utilisent l'autobus ou le car ou le fourgon ou le minibus. Donc en réalité, ces transports collectifs ne sont pas suffisamment développés pour pouvoir, je dirais, faire le shift
de passer du transport par voiture particulière à la voiture, au transport collectif. Alors très rapidement, une pollution urbaine grandissante dans toutes les villes. On l'a remarqué également pour la ville de Batna. L'étude qui est en train d'être faite et qui a été si bien développée par le responsable de l'environnement au niveau de la commune montre bien que les transports sont évidemment le numéro 1 en termes de pollution. Et la pollution des transports en termes de particules lourdes et particules fines et dioxines et toxines de tout genre, M. Jbabara pourrait nous dire davantage de détails là-dessus. Donc en même temps, on observe qu'au niveau des transports urbains, il y a une forte concentration administrative. En fait, il n'y a pas véritablement une organisation des transports qui est faite par les communes elles-mêmes ou par, je dirais, comme on peut l'imaginer ailleurs, d'autres structures et entités administratives comme la région en France ou les départements en France, mais c'est toujours géré par le ministère des Transports à travers sa direction de transport du wilaya. Et vous avez du coup des administratifs qui essayent de gérer, c'est pas évident avec 300 transporteurs à Batna. Il y a des problèmes d'accessibilité, le réseau n'est pas suffisamment développé, vous avez quelques quartiers qui ne sont pas véritablement couverts en termes de couverture spatiale, mais aussi en termes de couverture temporelle. Il y a aussi des tendances un peu, pour résumer, il y a des tendances globales qui se retrouvent aussi bien au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Égypte, c'est pas du pareil au même. Peut-être l'exemple du Liban, il est un peu différent parce qu'au Liban, ils ont un parc de véhicules extrêmement élevé, c'est comme si on regardait les pays développés, mais il n'y a pas de transport collectif du tout. Donc vous imaginez les encombrements et les problèmes de ce genre. Alors je vais très rapidement, juste un mot, l'exemple d'Alger que vous connaissez très bien. Les Algérois maintenant vivent l'enfer avec la congestion, parce que les choix ont été faits de laisser faire la voiture, et la voiture, la nature a horreur du vide, n'est-ce pas? Et les gens doivent répondre à leurs besoins de mobilité, donc la voiture cause des externalités négatives, comme diraient les économistes, que je suis, dont j'ai fait partie. Vous les avez devant vous, ce n'est pas la peine de les voir dans le détail. Une photo ou une image comme ça reste relativement suffisante. Alors, très rapidement aussi, alors la gestion qui est en train de se faire dans les pays de la rive sud, c'est beaucoup plus une gestion en termes d'offres. Or, il faudrait gérer et l'offre et la demande. L'offre, comment on la gère? À chaque fois qu'il y a une congestion, on construit un nouveau boulevard, une nouvelle avenue. Et s'il y a nouvelle avenue, nouveau boulevard, vous avez plus de capacité. Et on va appeler la voiture. On lui dit, c'est un appel d'air à la voiture. Achetez la voiture, on va se transporter plus rapidement. Donc en fait, la gestion par l'offre, elle va arriver en termes de développement durable au seuil d'acceptabilité économique. Ça devient de plus en plus cher. Parce qu'il y a, et puis, il y a une saturation d'espace. On ne peut pas construire indéfiniment des infrastructures et des autoroutes et des boulevards urbains et des rocades et des voies d'évitement. Donc cette solution arrive à sa limite, notamment dans des pays où on n'a pas véritablement les moyens. Quand on parle de pays du Sud, il faut avoir à l'esprit que ce n'est pas uniquement l'Algérie qui a un peu le pétrole. Il faut voir aussi les autres pays qui basent leur croissance sur le tourisme, donc l'argent n'est pas toujours là. Là, c'est l'appel derrière la voiture, je passe. Donc la gestion du transport et de la mobilité doit se faire sur les deux sphères, demande-offre, donc mobilité et transport. Alors, je passe sur cette diapo. Alors, les enjeux, très rapidement. Nous avons trois catégories d'enjeux. Des enjeux économiques, des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux. L'enjeu social, c'est quoi? C'est comment réussir dans ces villes méditerranéennes à booster la croissance locale, que les gens qui n'ont pas de boulot puissent trouver un boulot, même si c'est de l'autre côté de la ville. Quelqu'un qui a un boulot sur lequel il ne gagne pas beaucoup d'argent, si on a des transports facilités avec des coûts acceptables, donc subventionnés quelque part, il peut garder cet emploi même si ce n'est pas très rentable. Les gens puissent aussi aller à l'école, à l'université, même si l'université a des moyens de transport dédiés. Mais en tout cas, si on veut développer économiquement la ville et le commerce et l'industrie et la livraison et tout ce qu'on appelle logistique urbaine, il faudrait asseoir des transports et des moyens pour faciliter ces échanges-là. Et du coup, vous avez un développement économique local. Ça c'est l'enjeu de taille.
Deux, l'enjeu social. On ne peut pas véritablement espérer un développement durable s'il n'y a pas, au point de vue urbain, un système de transport et de mobilité qui prenne en charge et qui assure une équité et qui assure une inclusion des catégories, je dirais, défavorisées, à savoir les gens qui ont des revenus très très faibles, des gens qui ont des besoins spécifiques, des handicapés, besoins, je dirais, comment les qualifier, disables, c'est un peu, je dirais, qui sont à mobilité réduite, allez, disons-le comme ça. Par rapport à cette catégorie-là, faudrait-il aussi que les gens, et voilà, j'ai trouvé l'idée, c'est qu'en fait, par rapport à l'urbain, il y a toujours les périurbains qui sont dans la difficulté. Les périurbains, c'est généralement des gens relativement pauvres et qui n'ont pas véritablement de voiture, et l'insuffisance du transport collectif, ça leur tombe toujours dessus. Sachant pertinemment que dans les pays en voie de développement au sud, les périurbains utilisent ce qu'on appelle le transport informel, le fraude comme on l'appelle chez nous. Donc le fraude, ça leur revient cher. Donc l'idée de développement durable par rapport à la mobilité de transport urbain, c'est de mettre à disposition de ces gens-là des facilitations pour pouvoir se déplacer gratuitement, pourquoi pas, pour certaines catégories, mais en tout cas à travers un système de transport de qualité qui peut le rassurer, même pour rentrer à la maison le soir à 8h ou à 9h, parce qu'à 6h du soir, il n'y a plus de transport collectif. Donc, comment la collectivité doit mettre la main dans la poche pour financer la couverture spatiale, mais aussi temporelle, pour assurer une certaine équité sociale, y compris pour les handicapés, parce que les handicapés, chez nous, ils sont pris en charge par une solidarité familiale. Il n'y a pas de bus où un handicapé peut accéder, ou un tramway, on aura, ni un BRT, ni un VHNS, des modes de transport qui prennent en compte tout ça. Alors, je vais rapidement, je termine. L'enjeu environnemental, il est clair que si on laisse faire, comme disait à juste titre M. le recteur tout à l'heure, c'est de nos santé qu'il s'agit. Les particules fines que l'on retrouve là au centre de ville de Batna, qu'on respire tout le temps, ils séjournent 10 ans dans nos poumons. Les particules lourdes de mercure et de plomb, ils séjournent 10 ans dans une cellule hépatique. Et comment on va faire? C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs de plus en plus de maladies que l'on entend ici et là. Donc faudrait-il maintenant, en termes de développement durable, c'est d'assurer des moyens qui peuvent réduire la mobilité, mais sans la brider. C'est tout l'enjeu. C'est-à-dire essayer de gérer la demande en amont avec des transports collectifs avec une meilleure efficacité énergétique. C'est-à-dire, si on met un transport collectif de qualité, les gens qui utilisent la voiture vont laisser la voiture et aller vers le tramway ou le BRT. Et du coup, vous avez une quantité d'énergie divisée sur 500 personnes, au lieu d'1 litre d'essence divisé par une personne. Et il y aura moins de particules fines, moins de particules d'eau, etc., etc. Donc l'enjeu, et là, faudrait-il prendre en charge notre propre santé et améliorer même l'espérance de vie. Alors, je vais très rapidement, là, j'en vais terminer. Une démarche d'un point de vue de gestion mérite, à mon sens, que l'on mette le doigt dessus. C'est qu'en termes d'organisation et de gouvernance, il faudrait construire une instance qui n'est pas la direction de transport d'eau Hilaire, dans notre cas. C'est une instance que l'on peut appeler une autorité organisatrice, qui, elle, va ramener tous les opérateurs privés, les minibus, tous les chauffeurs de taxi, tous les opérateurs publics, ça peut être Etude plutôt, ça peut être le futur tramway. Donc une autorité qui va avoir, je dirais, autorité sur l'ensemble des opérateurs. Cette autorité doit avoir une rentrée d'argent pérenne. Ce n'est pas une subvention que donnerait l'État à chaque fois. Il faudrait trouver des mécanismes innovants pouvant ramener de l'argent à travers la taxation de l'entreprise au niveau local, qui peuvent être industriels, commerciales, etc. Une taxe sur le carburant, parce que le carburant chez nous, il n'est pas encore suffisamment cher pour rationaliser l'usage du carburant. Donc les gens trouvent que le carburant n'est pas cher et ils roulent comme ils veulent. Si on ramène le niveau de carburant au niveau de nos voisins tunisiens, marocains, il y a énormément d'argent que l'on peut engranger qui vont financer cette autorité organisatrice. Pourquoi faire? Cette autorité va pouvoir, quand il s'agit d'affectation de lignes, c'est de dire
vous, opérateur, dans le cahier de charge, il vous donne cette ligne qui est rentable, mais vous prenez en même temps cette ligne qui n'est pas rentable et je vous subventionne à la fin du parcours. Donc le subventionné, ça veut dire quoi? Cette ligne non rentable, c'est celle qui concerne les gens qui sont en dehors de la ville et qui n'ont pas de transport la nuit. C'est ceux-là. Donc c'est leur donner la possibilité d'avoir une couverture spatiale et temporelle convenable et donner accès à des catégories défavorisées d'accéder à un transport de qualité. Donc du coup, ils vont avoir le boulot, l'école, etc. Et la machine tourne. Donc ça, d'un point de vue d'organisation et de gouvernance, faudrait-il penser à ces mécanismes-là. J'aurais terminé, c'est la dernière slide. En fait, quelles sont les grandes lignes de stratégie que l'on peut construire? Vous avez deviné de quoi il s'agit. C'est en fait par rapport à ces problèmes-là. Une meilleure planification urbaine, une meilleure planification de transport. On ne peut pas laisser véritablement la ville s'étaler comme elle veut. C'est l'État qui doit mener une politique pour identifier les zones à lotir, les zones à développer. Et à partir de là, il faut que ça soit sur les grands axes où on peut mettre un tramway, où on peut mettre un BRT, où on peut mettre un transport de qualité. Et non pas les gens construisent comme ils veulent, puis après quand vous voulez mettre un bus, il passe plus. Même les ruelles sont tellement étroites qu'il n'y a plus de bus. Planification urbaine maîtrisée. Deuxième point, réfléchir en termes de mobilité. Parce qu'on réfléchit souvent en termes de transport et non pas de mobilité. Réfléchir en termes de mobilité, c'est gérer le besoin de déplacement, le volume de déplacement. Tout ce qui est transport inutile, on peut l'éliminer. Par exemple, si vous construisez une ville, ne mettez pas un seul centre-ville, mettez plusieurs centres-villes, et du coup les gens, au lieu de se déplacer vers le centre-ville, il a un centre-ville dans le quartier. Donc mettez, et le lycée, on le fait souvent, les écoles, mais mettez aussi la poste, des banques, il y aura un centre-ville, une ville au sein du quartier. Et les gens n'auront plus à prendre la voiture pour aller au centre-ville. Donc cette polycentralité devient moins. Ça, on gère la demande. Gérer la demande, c'est aussi proposer aux gens de changer leur mental par rapport à l'usage de la marche à pied, par rapport au vélo. Le vélo, on n'y pense pas beaucoup. Alors que 10 à 15% des volumes de déplacement maintenant en Europe, notamment en Europe du Nord, c'est le vélo. Imaginez qu'on utilise le vélo à Batna, c'est un plat. On peut développer des pistes cyclables. On en a réfléchi, on en a discuté il y a pas mal de fois, mais ça serait bien de passer à la... Là, c'est gérer les déplacements aussi. Avec une piste cyclable, une partie du trottoir qu'on va aménager. Bon, mais ce n'est pas le cas. On n'est pas en train d'étudier comment faire, mais c'est juste une idée. Développer aussi... C'est une idée, il faudrait que je le dise. À un moment donné, on a pensé à une ville compacte. Une ville compacte, donc il y a moins de mobilité. Mais depuis quelques temps, on se rend compte que la ville compacte n'est pas une bonne idée en termes de catastrophe naturelle. Parce que quand ça arrive, c'est tout le monde qui encaisse en même temps. Donc l'idée de ville compacte commence à être remise en place. Alors, très très rapidement, développement de transport collectif de qualité. J'ai dit suffisamment là-dessus ce qu'il faut. Alors, rationaliser l'usage de la voiture. C'est l'enjeu de taille. Parce que c'est la voiture qui pose le problème de pollution. La voiture est l'ennemi de la ville. Elle prend de l'espace. C'est au moins 16 mètres carrés, disent déjà chez les architectes. Elle pollue énormément. Et la pollution, elle n'est pas uniquement atmosphérique, elle est aussi sonore. Hein. La voiture, si vous avez une taxe urbaine, imaginez maintenant, on se dit, tous les gens qui rentrent dans le centre-ville de Batna doivent payer une taxe. Maintenant, avec les nouvelles technologies, système de transport intelligent, on peut mettre une balise RFID dans la voiture et tout ce qui passe au centre-ville, l'argent est ponctionné directement et la commune de Batna va avoir tout le temps de l'argent qui arrive. Alors vous avez deux choses, vous avez de l'argent qui arrive à la commune, donc elle peut financer des choses, mais en même temps ça va dissuader les gens à ramener leur taco vers le centre-ville parce qu'ils se disent donc au lieu d'y aller 4 fois, il y va une seule fois. Donc une taxation urbaine, il faudrait qu'on réfléchisse à la taxation urbaine. C'est aussi une manière de dissuader les gens d'utiliser la voiture. Mais bien entendu, on ne va pas dissuader la voiture sans leur donner la contrepartie qui est le transport collectif. Alors je termine là-dessus, c'est vraiment promis juré. Il faudrait investir dans le domaine de la formation, de l'expertise et de la recherche. Et c'est ce qu'on est en train de faire à l'université de Batna. On essaye à travers, et on y arrive quand même, hein, à travers nos masters, à travers nos écoles doctorales, à travers nos laboratoires, à développer justement des manières innovantes
adaptée, contextualisée pour justement améliorer la mobilité et par conséquent faire un développement durable. Merci beaucoup. Merci, d'abord, je vous remercie de nous avoir économisé 10 minutes. Merci beaucoup. Donc, on va être à temps. Et je vous retrouve pratiquement à un débat que nous avons peut-être vu hier soir sur le problème du transport en Afrique. Donc, c'est une perspective qui sera avancée par le commissaire de Singapore et nous espérons que la vie de la place se réalisera. Merci beaucoup, Dr. À votre service.